Cameroun, le président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Kleda, était face à la presse à Douala. Objectif, expliquer le contenu de la lettre qu'il a signée le 24 août dernier par rapport à l'élection présidentielle. En Libye, une force régulière sera chargée de sécuriser le seul aéroport opérationnel à Tripoli, fermé depuis plusieurs jours en raison des violences. Il s'agit d'une annonce du ministre libyen de l'Intérieur. Et puis à Madagascar, la peste a fait ses premières victimes cette année. Les autorités sanitaires ont annoncé avoir recensé depuis le mois d'août 2 cas de contamination mortelle par le bacille qui avait fait plus de 200 morts en 2017. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, le président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Kleda, était face à la presse lundi à Douala. Objectif, expliquer le contenu de la lettre qu'il a signée le 24 août dernier. Élection présidentielle, choix libre, pacifique et responsabilité des dirigeants. Voilà qui résume le contenu de la dite lettre. On fait le point avec Narcisse Oum. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun a été au centre d'un échange entre l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, et les journalistes. Une communication qui a été faite dans la salle des actes de l'archevêché de Douala. L'objectif de cette rencontre a été d'apporter des éclairages sur les zones d'ombre de la lettre pastorale des évêques signée le 24 août dernier, mais aussi de préciser le profil du candidat à élire le 7 octobre prochain. Nous adressons notre lettre pastorale à tous les Camerounais et cette lettre concerne tous les candidats. Selon Monseigneur Samuel Kleda, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, il faudra tenir compte du contexte particulier de cette élection. Il s'agit ici pour nous les évêques d'éclairer, comme nous l'avons dit dans notre lettre, d'éclairer la conscience des Camerounais, de les aider à choisir de candidats capables de résoudre leurs problèmes aujourd'hui. Pendant les 2 heures qu'a duré sa communication, l'archevêque métropolitain de Douala ne va pas laisser transparaître son choix. Donc, nous n'avons donné le nom de personne, mais les critères sont là. Il exhorte les Camerounais à ne pas se résigner, ni croire aux préjugés selon lesquels les résultats sont déjà connus. Samuel Kleda les invite à aller voter le candidat de leur choix pour doter le Cameroun des dirigeants responsables et intègres. En Éthiopie, des groupes de manifestants ont paralysé Addis Abeba. Le mouvement est survenu à la suite de violences entre communautés. Des violences qui ont fait 23 morts le week-end dernier en périphérie de la capitale éthiopienne. Voici les images. Routes bloquées, commerces fermés, la capitale éthiopienne était paralysée ce lundi par plusieurs groupes de manifestants. Brandissant des drapeaux protestataires et des branches d'arbres, les manifestants sont descendus dans les rues d'Addis Abeba pour protester contre des violences ayant fait 23 morts en région Oromo. Ils accusent des groupes de jeunes Oromo d'y avoir visé d'autres ethnies minoritaires provenant du sud de l'Éthiopie et qui se sont installés ces dernières années dans des zones autour de la capitale. Les habitants de Gamo et d'Amara sont attaqués et jetés dans les bois. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de justice. Ils violent nos sœurs. Le gouvernement dit qu'il faut se serrer les coudes, mais on nous éloigne les uns des autres parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Des manifestations antigouvernementales sans précédent, débutées fin 2015 et menées en grande partie par les Oromo, avaient poussé à la démission du prédécesseur du Premier ministre, Abiy Ahmed, début 2018.
Ces protestations avaient notamment été provoquées par un projet d'extension du territoire de la capitale au détriment de la région Oromo. Samedi, des dizaines de milliers de personnes avaient accueilli à Addis Abeba le retour en Éthiopie de dirigeants du Front de libération Oromo, un ancien groupe rebelle antigouvernemental que l'actuel gouvernement a enlevé de la liste officielle des organisations terroristes. En Mauritanie, le parti au pouvoir a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat lors de la dernière révision constitutionnelle controversée. Ceci outre la majorité à l'Assemblée nationale. Le parti du président Mohamed Ould Abdelaziz a également raflé plus de 2/3 des communes du pays, selon les résultats proclamés par la commission électorale. Reportage. Le président de la commission électorale nationale indépendante a proclamé officiellement ce lundi les résultats du second tour des élections législatives, régionales et municipales qui s'est tenu samedi dernier. Taux de participation 56%. Répartition des sièges entre les partis en compétition au second tour. Pour les législatives, l'UPR a remporté 22 sièges au Parlement qui étaient en ballottage. Pour les élections régionales, l'UPR 111 conseillers. Tawassoul 26, coalition Hatem Tawassoul et UDP 21, UDP 19, coalition AJDMR et Tawassoul 5. Pour les élections municipales, UPR 942 conseillers, UDP 292, Tawassoul 106, El Karama 98, coalition UFP Hatem Tawassoul et Adil 79. Ces résultats montrent une nette progression, une nette avancée de l'UPR, l'Union pour la République, qui a pu obtenir au niveau de l'Assemblée nationale 89 sièges sur 157. Et ce même parti au pouvoir a pu obtenir 6 communes au niveau de Nouakchott sur 9 communes, tandis que la coalition de l'opposition a obtenu 2 communes. Le président de la CENI a reconnu des lacunes et insuffisances dans le déroulement des élections, citant le non-respect des plafonds financiers par les partis en lice et le non-respect de l'incompatibilité entre certaines fonctions civiles et militaires et le travail politique et électoral. Mais il a cependant salué un vent de modernisme qui commence à souffler sur la scène politique nationale et l'émergence de choix politiques sur la base de critères rompant avec le conformisme de la société traditionnelle. En bref, au Niger, un prêtre missionnaire italien, Pierluigi Macali, a été enlevé à son domicile de Bamouanga, dans le sud-ouest du pays. L'enlèvement a été perpétré lundi soir vers 20h GMT par des hommes à moto, selon le chargé de la communication de la mission catholique au Niger. Les assaillants, qui étaient environ 8, ont enlevé le prêtre à son domicile, situé en face de son église, selon des témoins habitants du village de Bamouanga, situé à 125 km de Niamey, région de Tillabéri. Il faut dire que le prêtre italien vit depuis 11 ans au Niger et puis l'enlèvement n'a pour l'instant été revendiqué. En Libye, une force régulière sera chargée de sécuriser le seul aéroport opérationnel à Tripoli. Il s'agit d'une annonce d'Abdes Salam Achour, ministre de l'Intérieur du gouvernement, reconnu par la communauté internationale. Cet aéroport, faut-il le rappeler, est fermé depuis plusieurs jours en raison de violences. Reportage. Lors d'une conférence de presse à Tripoli, le ministre libyen de l'Intérieur, Abdes Salam Achour, a annoncé que l'aéroport de Mitiga sera rouvert dans 72 heures après la mise en place d'une force régulière chargée de le sécuriser. Il a également annoncé de nouvelles mesures de sécurité, des mesures qui concernent seulement l'intérieur de l'aéroport, son périmètre étant de la responsabilité des forces armées et de l'état-major. Nous sommes ici aujourd'hui pour envoyer un message pour dire que nous réorganisons nos forces dans l'aéroport de Mitiga. L'aéroport sera sécurisé à partir du périmètre intérieur par les forces de sécurité centrales. Les mesures prendront maximum 72 heures à être mises en place et tout sera réglé. Toutes les parties doivent être conscientes de l'importance de l'aéroport et nous aiderons sur cette question.
Tous les arrangements coïncident avec les nouvelles mesures de sécurité. Nous espérons que cela sera la fin des difficultés. L'aéroport de Mitiga est situé dans une ancienne base militaire qui comprend également une prison et des entrepôts militaires. Le tout est contrôlé par la force de dissuasion, un groupe salafiste qui fait office de police à Tripoli. Loyal au gouvernement d'union nationale, ce groupe ultra-conservateur traque à la fois djihadistes et trafiquants et détient dans la prison de Mitiga des membres présumés du groupe État islamique ainsi que des délinquants. Plusieurs groupes armés qui lui sont hostiles mènent régulièrement des attaques contre la base de Mitiga, provoquant la fermeture de l'aéroport à plusieurs reprises. Soupçon de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Les juges d'instruction chargés de l'enquête ont ordonné de nouvelles mises en examen de son ancien directeur de campagne, Claude Guéant, notamment pour corruption passive. Les images. Nouveau rebondissement dans l'affaire de financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Les juges d'instruction qui enquêtent sur des soupçons ont ordonné de nouvelles mises en examen de son ancien directeur de campagne, Claude Guéant. Déjà poursuivi dans ce dossier depuis 2015 pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, Claude Guéant a fait objet le 11 septembre de nouvelles mises en examen, notamment pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et pour complicité de financement illégal de campagne électorale. Claude Guéant est désormais soupçonné d'avoir pris part à des discussions avec des collaborateurs de Kadhafi en vue d'organiser le financement par le régime libyen de la dite campagne et d'avoir réceptionné des fonds versés par ce régime dans le cadre d'un pacte de corruption passé avec Nicolas Sarkozy. Claude Guéant est également suspecté d'avoir organisé l'utilisation des fonds dans le cadre de ses activités de directeur de campagne. Jusqu'ici, celui qui fut secrétaire général de la présidence et ministre de l'Intérieur sous la présidence Sarkozy entre 2007 et 2012 était uniquement mis en cause pour un virement suspect de 500 000 € sur son compte qu'il avait justifié par la vente en 2008 de 2 tableaux flamands. À Madagascar, la peste a fait ses premières victimes de l'année 2018. Les autorités sanitaires ont annoncé avoir recensé depuis le mois d'août dernier 2 cas de contamination mortelle par le bacille qui avait tué plus de 200 personnes l'année dernière. Des précisions à travers cet élément. Selon des recensements effectués entre le 1er août et le 13 septembre dernier, 8 cas suspects de peste ont été enregistrés, dont 6 guérisons et 2 décès dans les villages. Des chiffres confirmés par une source du ministère malgache de la Santé publique. Le premier cas mortel a été identifié à Fiadanana, au nord de la capitale, Antananarivo, le second cas dans le district d'Ambalavao, dans le centre du pays. La peste est endémique à Madagascar et réapparaît presque chaque année depuis 1980 pendant la saison des pluies. Elle y est propagée par les rats poussés vers les habitations, notamment par la déforestation incontrôlée dans ce pays. L'an dernier, cette épidémie s'était déclarée dès le mois d'août et s'était exceptionnellement propagée aux grandes zones urbaines. Elle avait causé un vent de panique au sein de la population, notamment à Antananarivo, où les pharmacies avaient été prises d'assaut par les clients en quête de masques et d'antibiotiques. L'épidémie avait été finalement déclarée sous contrôle fin novembre 2017, après avoir fait plus de 200 morts. En février dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait mis en garde contre l'épidémie de peste de cette saison, estimant qu'elle risquait d'affecter davantage Madagascar et même de déborder dans les pays voisins et au-delà. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.